Les rayons du soleil, même à travers les fenêtres grillagées, insufflaient de l'espoir dans le cœur de Matvei Yegorovitch, qui, courbé, marchait dans le couloir de la prison. Dans ses mains, le vieil homme tenait un mince matelas donné par un employé du service domestique, ainsi qu'un petit sac contenant ses effets personnels. Le matelas était si vieux que le coton à l'intérieur s'était aggloméré en grumeaux ressemblant aux bosses d'un chameau, mais Matvei Yegorovitch savait apprécier chaque instant de la vie et ne s'était pas du tout attristé lorsque le convoi derrière lui ordonna d'accélérer le pas. L'ordre est l'ordre, il a été pris pour quelque chose, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Se vexer, pensa le vieil homme en serrant fermement son fardeau. Après de nombreuses années de travail dans des établissements correctionnels, l'homme en uniforme enviait beaucoup de choses, mais il n'avait jamais eu l'occasion de convoyer des prisonniers d'un âge aussi avancé. Profitant de l'occasion, l'homme chuchota discrètement à l'oreille du vieil Egor. « Egor, si jamais il commence à te maltraiter ou quoi que ce soit, appelle-moi sans hésiter, je t'aiderai autant que possible. » Matvei Yegorovitch sourit et secoua la tête. « Merci, mon cher, mais j'ai déjà préparé cette bouillie, donc je vais devoir la manger moi-même, répondit-il en plaisantant, ce à quoi le convoyeur haussa les épaules étonné mais n'insista pas, comme on dit, c'est comme ça. Finalement, le couloir carcéral s'acheva et Egor réalisa qu'on allait maintenant le placer dans une cellule d'angle située à une distance considérable du poste de garde. Eh bien, apparemment, ce maudit procureur a fait de son mieux ici aussi, pensa amèrement le vieil homme. Le surveillant ordonna au vieil accusé de s'arrêter et de se tenir près du mur. Pendant ce temps, il fit résonner les clés et ouvrit une massive porte en fer. « Allez, vengeur des retraités, passe maintenant, pour les prochaines années, ce sera ta maison, » dit le surveillant, encourageant, en tapotant l'épaule du vieil homme. Un son sourd. Les verrous cliquetèrent et Matvei Yegorovitch, plissant les yeux, entra dans la cellule. À cet instant, une chaleur étouffante et une puanteur inhabituelle l'assaillirent, désorientant le vieil homme. Sa tête tourna et il s'appuya contre le mur pour se remettre du choc initial. Egor décida de se montrer plus courageux et de ne pas montrer à ses codétenus qu'il avait peur. Le vieil homme avait été garde-chasse pendant près de 40 ans et avait vu beaucoup de choses dans sa vie, il avait même dû se battre avec un ours à l'étroit sur un sentier étroit. Ainsi, il ne pouvait pas se permettre de montrer une faiblesse de caractère. Pendant ce temps, la porte derrière lui se referma, le coupant du monde extérieur et de la liberté tant désirée. « Bonjour, bonnes gens », dit Egor en comprenant qu'il fallait commencer par quelque chose. En réponse, il reçut des murmures incompréhensibles, comme si tous les occupants de la cellule parlaient en même temps. Le vieil homme se sentait comme un esprit errant. « Eh bien, peu importe, tout ce qui n'est pas fait dans la vie est pour le mieux, » pensa le vieil prisonnier, essayant de maîtriser son agitation intérieure. Il y avait beaucoup de monde dans la cellule et, dans les premières minutes, Egor se sentit un peu perdu, cherchant un endroit libre parmi les couchettes superposées. Heureusement, il ne put pas longtemps admirer le quotidien carcéral. Bientôt, une voix rauque retentit d'un coin de la cellule, empreinte d'un ton familier aux détenus expérimentés, et « Le vieux, pourquoi tu te figes là? T'es pas une statue pour qu'on te regarde. » Matvei Yegorovitch se redressa, essayant de distinguer ses interlocuteurs dans la pénombre de la cellule, répondit « Eh bien, j'essaie de trouver une place pour poser mon matelas et m'installer pour la nuit. » « Eh bien, va là-bas, près du coin, il reste de la place, » dit une autre voix depuis les ténèbres. « Je t'aiderai tout de suite avec ça, grand-père, » répondit le détenu en se faufilant entre les rangées étroites de lits superposés pour s'approcher presque jusqu'au vieil homme. L'inconnu était torse nu, son torse musclé était entièrement recouvert de tatouages carcéraux qui, pour Egor, n'étaient rien de plus que des dessins d'un petit enfant. « Tu vivras dans le poulailler, mon vieux, il n'y a pas d'autre place pour toi, » dit le détenu tatoué en souriant ironiquement et en plissant méchamment les yeux. Matvei Yegorovitch se tendit intérieurement, sentant qu'il y avait un piège dans les paroles de son codétenu. « Quel poulailler? Vous avez une ferme ici ?» demanda-t-il étonné, écoutant attentivement mais ne parvenant pas à distinguer les gloussements caractéristiques des poules. À cet instant,
Toute la cellule éclata d'un rire retentissant et beaucoup d'autres détenus hochèrent la tête approbativement, se réjouissant de la blague réussie du nouvel arrivant. Les criminels endurcis ne pouvaient pas imaginer que le vieil homme, qui avait grandi dans un village isolé de Sibérie, ne comprenait rien à la hiérarchie carcérale et ne riait pas, à l'exception d'un autre détenu debout en face de Matvei Egorovitch, dans les yeux duquel on pouvait clairement lire une hostilité et une haine incontestables. « Bonne blague, mon vieux, mais tu ferais mieux de te taire, sinon je vais te compter les côtes en un clin d'œil. Tu ne comprends probablement pas encore où tu es tombé avec tes coques, tu vas vivre, les côtes abaissées. Tu vois le lit près des toilettes ? C'est maintenant ta place, dit le détenu d'un ton artificiellement brutal, de sorte que ses paroles soient audibles dans toute la cellule. Matvei Egorovitch regarda anxieusement l'endroit que ce cher détenu lui avait désigné, et devant ses yeux les larmes coulèrent d'elles-mêmes. Le vieil homme avait déjà deviné qu'on lui avait attribué l'endroit le plus honteux de la cellule, ce qui le classait automatiquement parmi les déclassés. Egor, sachant qu'il ne pourrait pas rivaliser avec le détenu impudent qui, en plus, était plus jeune et beaucoup plus fort que lui, se traîna tristement vers le coin des coques. À cet instant, un jeune homme grand sauta des lits supérieurs, prenant le vieil homme par le coude, l'arrêta brusquement. Egor regarda le nouvel arrivant d'un air interrogateur, mais celui-ci s'adressa à l'offenseur du vieil homme en disant « Klim, pourquoi te montres-tu si arrogant pour des affaires qui ne te concernent pas ?» Le père de Karl a décidé sans comprendre, sans écouter, c'est certainement une injustice. Le détenu tatoué se tendit immédiatement et jeta un regard plein de colère impuissante à celui qui venait d'intervenir. Le jeune homme était solide et fort, et en cas de bagarre, il aurait pu résister activement, ébranlant ainsi son autorité incontestée. Par conséquent, Klim se contenta de quelques mots pour souligner son mépris envers le jeune détenu. « Tu ferais mieux, Kolia, de ne pas te mêler des affaires du vieux, je me débrouillerai tout seul. » Et pourquoi devrais-je demander à ce Karl des autres ? Il a probablement volé un sac de maïs dans un champ étranger. Eh bien, ils t'ont attrapé à juste titre, vieillard, lança-t-il au visage de Matvei Egorovitch, et à son défenseur, tu as tort. J'ai été arrêté pour un autre crime, mon gars. Sentant ses joues s'embraser de honte, le vieil homme rassembla son courage, et la voix tremblante de tension, dit, je suis ici pour tentative de meurtre, fils. Le vieil homme avait l'intuition que sa cellule lui avait été attribuée comme un lieu de honte, le classant automatiquement parmi les dégradés. Egor, comprenant qu'il ne pourrait pas rivaliser avec le détenu impudent, qui était en outre plus jeune et beaucoup plus fort que lui, se traîna tristement vers le coin des coques. À cet instant, un jeune homme grand sauta des lits supérieurs, prenant le vieil homme par le coude, l'arrêta brusquement. Egor regarda le nouvel arrivant d'un air interrogateur, mais celui-ci s'adressa à l'offenseur du vieil homme en disant « Klim, pourquoi te montres-tu si arrogant pour des affaires qui ne te concernent pas ?» Le père de Karl a décidé sans comprendre, sans écouter, c'est certainement une injustice. Le détenu tatoué se tendit immédiatement et jeta un regard plein de colère impuissante à celui qui venait d'intervenir. Le jeune homme était solide et fort, et en cas de bagarre, il aurait pu résister activement, ébranlant ainsi son autorité incontestée. Par conséquent, Klim se contenta de quelques mots pour souligner son mépris envers le jeune détenu. « Tu ferais mieux, Kolia, de ne pas te mêler des affaires du vieux, je me débrouillerai tout seul. » Et pourquoi devrais-je demander à ce Karl des autres ? Il a probablement volé un sac de maïs dans un champ étranger. Eh bien, ils t'ont attrapé à juste titre, vieillard, lança-t-il au visage de Matvei Egorovitch, et à son défenseur, tu as tort. J'ai été arrêté pour un autre crime, mon gars. Sentant ses joues s'embraser de honte, le vieil homme rassembla son courage, et la voix tremblante de tension, dit, je suis ici pour tentative de meurtre. Fils. Les paroles de Matvei Egorovitch suscitèrent des rires approbateurs et des applaudissements dans la cellule, et les détenus se bousculèrent pour s'approcher du vieil homme, l'enlaçant et serrant sa main sèche et ridée. Tout le monde voulait voir de près l'homme qui n'avait pas eu peur de défier le propre fils du procureur. Seul Klim, cachant une haine féroce, retourna dans son coin, où il se sentait comme un roi. Le détenu savait que le moment pour humilier le vieil homme avait été manqué,
et qu'il devrait désormais attendre une opportunité plus propice pour exécuter son plan. Les autres détenus de la cellule ignoraient que la haine de Klim envers Matvei Yegorovitch n'était en aucun cas due à un ressentiment extérieur ou à des querelles personnelles. La vérité était que Klim avait reçu secrètement une somme d'argent conséquente du procureur, ainsi qu'une garantie d'aide pour sa libération conditionnelle anticipée s'il éliminait rapidement le vieil homme. Pendant ce temps, Kolya aida Matvei Yegorovitch à ranger ses affaires et lui proposa de s'installer à côté de lui pour plus de tranquillité. Et puis, vous serez un bon voisin, j'en suis sûr, dit le jeune homme en serrant la main du vieil homme avec bienveillance. Le reste de la journée passa rapidement, et bientôt la cellule sombra dans un sommeil agité, où la lumière tamisée du plafonnier ressemblait à un disque lunaire égaré parmi les nuages. Certains détenus ronflaient bruyamment, d'autres gémissaient, et certains appelaient leur mère dans leur sommeil. Seul Matvei Yegorovitch, en se tournant d'un côté à l'autre, se remémorait son passé et les événements qui l'avaient conduit derrière les murs de la prison il y a quelques mois à peine. Tout était si différent alors, et Igor avait un travail qu'il aimait et une petite fille, Varia, qui était devenue le sens de sa vie. Pendant longtemps, il avait été garde-chasse, pour lui, la forêt était comme un livre ouvert parmi les vastes étendues sauvages et les forêts de conifères. Il se sentait chez lui et répondait toujours à la taïga avec gentillesse. Malheureusement, la vie familiale d'Egor ne s'était pas déroulée comme il l'aurait souhaité, dès le début. De retour de l'armée, plein d'espoir et d'ambition en tant que jeune homme, il réalisa en premier lieu son vieux rêve et devint garde-chasse. Matvei ne pensait pas au mariage pendant un certain temps, mais finalement, alors qu'il avait déjà dépassé la trentaine, il remarqua la belle Tamara, une jeune femme du village voisin qu'il visitait souvent pour ses devoirs de garde-chasse. Après une période de cours et de rencontres romantiques qui dura environ 6 mois, Matvei proposa à Tamara sa main et son cœur, et la jeune fille accepta joyeusement. Le mariage fut célébré rapidement et bientôt, avec l'aide des villageois bienveillants, les jeunes mariés construisirent une petite cabane à l'orée de la forêt. Tout le monde pensait que Matvei et Tamara avaient devant eux une vie familiale heureuse, pleine de moments joyeux et d'émotions. Au début, tout se passa ainsi, jusqu'à ce que la femme de Matvei tombe enceinte. Bien sûr, pour Matvei, c'était la nouvelle la plus attendue de toute sa vie. L'homme était prêt à porter sa bien-aimée dans ses bras, entourant-la de soins et d'attention. La période de grossesse de Tamara se déroula sans encombre grâce aux soins de Matvei. Mais quand vint le moment de l'accouchement, soudainement, il fut révélé que le bébé était mal positionné. La sage-femme de l'hôpital local ne pouvait rien faire et conseilla à l'homme d'amener la parturiente à l'hôpital du district. Après avoir examiné Tamara, les médecins assurèrent à Matvei que tout irait bien et lui conseillèrent d'attendre à la salle d'attente. Ne pouvant pas se contenir, inquiet, l'homme s'agitait d'un pied à l'autre, attendant anxieusement des nouvelles. Il attendit très longtemps et à chaque minute qui passait, une lueur d'inquiétude grandissait dans son cœur. Enfin, la sage-femme sortit et, cachant ses yeux, dit à l'homme ému. Quand il revint de l'armée, plein d'espoir et d'ambition en tant que jeune homme, il réalisa en premier lieu son vieux rêve et devint garde-chasse. Matvei ne pensait pas au mariage pendant un certain temps, mais finalement, alors qu'il avait déjà dépassé la trentaine, il remarqua la belle Tamara, une jeune femme du village voisin qu'il visitait souvent pour ses devoirs de garde-chasse. Après une période de cours et de rencontres romantiques qui dura environ 6 mois, Matvei proposa à Tamara sa main et son cœur, et la jeune fille accepta joyeusement. Le mariage fut célébré rapidement et bientôt, avec l'aide des villageois bienveillants, les jeunes mariés construisirent une petite cabane à l'orée de la forêt. Tout le monde pensait que Matvei et Tamara avaient devant eux une vie familiale heureuse, pleine de moments joyeux et d'émotions. Au début, tout se passa ainsi, jusqu'à ce que la femme de Matvei tombe enceinte. Bien sûr, pour Matvei, c'était la nouvelle la plus attendue de toute sa vie. L'homme était prêt à porter sa bien-aimée dans ses bras, l'entourant de soins et d'attention. La période de grossesse de Tamara se déroula sans encombre grâce aux soins de Matvei. Mais quand vint le moment de l'accouchement, soudainement, il fut révélé que le bébé était mal positionné. La sage-femme de l'hôpital local ne pouvait rien faire et conseilla à l'homme d'amener la parturiente à l'hôpital du district.
Après avoir examiné Tamara, les médecins assurèrent à Matvei que tout irait bien et lui conseillèrent d'attendre à la salle d'attente. Ne pouvant pas se contenir, inquiet, l'homme s'agitait d'un pied à l'autre, attendant anxieusement des nouvelles. Il attendit très longtemps et à chaque minute qui passait, une lueur d'inquiétude grandissait dans son cœur. Enfin, la sage-femme sortit et, cachant ses yeux, dit à l'homme ému. Elle critiquait constamment son père, qui, désirant plaire à sa bien-aimée fille, réalisait tous ses souhaits. Mais plus Olga grandissait, plus elle reprochait à ses parents d'être pauvres et de vivre dans un village oublié de Dieu. Malheureusement, le salaire de Matvei était modeste, tandis que les demandes de sa fille étaient nombreuses. « Papa, pourquoi sommes-nous coincés dans ce trou perdu ? Nous devrions déménager en ville, là-bas, il y a plus d'opportunités et je pourrais trouver un mari convenable, » dit un jour sa fille, blessant encore plus son malheureux père. « Mais nous sommes nés et avons grandi ici, à qui sommes-nous utiles dans cette grande ville, surtout à mon âge, plus de 50 ans, répondit Matvei, sachant qu'il serait extrêmement difficile de convaincre sa fille de changer d'avis. Ce jour-là, la discussion se termina en scandale, après quoi Olga prit ses affaires et quitta la maison. Matvei la rattrapa à l'arrêt de bus. Olga était sérieuse dans sa décision de partir dans la grande ville à la recherche d'une vie meilleure, et elle ne cédait à aucune tentative de persuasion. Comme il se sentait impuissant à changer quoi que ce soit, Matvei mit de l'argent dans la poche de sa fille, l'argent qu'il avait économisé pendant de nombreuses années pour son mariage. « Prends-le, Olga, ça te sera utile dans la vie, » chuchota Matvei, les yeux remplis de larmes, alors qu'il regardait sa fille partir. Les larmes se sont mises à couler en voyant sa fille monter dans le bus, mais la fille obstinée ne s'est même pas excusée auprès de son père et est partie à la rencontre d'une nouvelle vie inconnue. Pendant longtemps, Matvei Yegoritch attendait anxieusement des nouvelles d'Olga. Mais à part quelques cartes postales pour le nouvel an, il n'a rien reçu. Dans le village, circulaient différentes rumeurs, certains disaient qu'Olga s'était mariée et vivait désormais heureuse, tandis que d'autres affirmaient qu'elle avait choisi un ivrogne comme compagnon et avait du mal à joindre les deux bouts. De temps en temps, surtout le soir, Matvei Yegoritch parcourait de vieilles photos et pleurait en se remémorant le passé lointain. Finalement, sa fille rebelle lui rendit visite, 7 ans après son départ. À première vue, on pouvait voir que ce n'étaient pas les meilleures années de sa vie. Elle avait maigri et avait des cernes sous les yeux. À la grande surprise d'Yegoritch, elle tenait une petite fille de 5 ans par la main. Elle serra sobrement son père dans ses bras et se plaignit de son emploi du temps surchargé, puis aborda le sujet principal. « Papa, fais connaissance avec Varia, c'est ta petite fille. J'ai eu quelques problèmes ici, en fait, mon mari, Sergueï, est un homme d'affaires, tu sais. Nous prévoyons de nous installer à l'étranger en résidence permanente, et ensuite nous emmènerons Varia avec nous. Comment pourras-tu aider ? Demanda Olga sans la moindre gêne concernant sa demande. Bien sûr, je serai ravie de t'aider, ma chérie. De quoi parles-tu ? Bien sûr, elle peut rester ici. Je perçois ma pension, j'ai encore des forces. Donc, pendant 1 an ou 2, je pourrai m'occuper de ma petite fille sans aucun problème, répondit Matvei Yegoritch avec enthousiasme, en prenant la petite fille dans ses bras. Ils passèrent la soirée ensemble comme dans le bon vieux temps, autour d'une grande table remplie de toutes sortes de délices. Les délices. Le lendemain matin, Olga est partie en invoquant des affaires urgentes liées à l'obtention de son passeport international. À ce moment-là, l'homme ne savait pas encore que sa fille bien-aimée ne reviendrait plus jamais et laisserait sa petite fille sous sa garde pendant de nombreuses années. Au début, Matvei Yegoritch attendait qu'Olga donne de ses nouvelles, et vérifiant régulièrement sa boîte aux lettres, espérait recevoir des nouvelles d'elle. Mais après 3 ans, il comprit qu'il avait élevé non pas une fille, mais une véritable coucou, capable d'abandonner son enfant à n'importe qui pour son propre intérêt. Eh bien, c'est apparemment mon destin. J'ai élevé ma fille seule et maintenant c'est le moment d'élever ma petite fille, se plaignit Matvei Yegoritch, maudissant son destin cruel. À sa grande joie, Varia s'est avérée être l'opposé complet de sa mère et a grandi en une fille intelligente et astucieuse. Écoutant son grand-père en tout, ces années ont sans aucun doute été les meilleures de la vie difficile de Matvei Yegoritch.
Varia absorbait les paroles de son cher grand-père comme une éponge et lui était un soutien constant et un fidèle assistant. Egorich a réalisé qu'il avait enfin trouvé le bonheur et que la paix et le confort régnaient dans sa maison. Lorsque Varia a eu 18 ans, elle a catégoriquement refusé de quitter le village. Ce n'est que grâce aux recommandations persistantes de Matvei Egorich qu'elle a accepté de réaliser son rêve et d'étudier pour devenir infirmière. Chaque matin, la jeune fille se rendait en autostop au chef-lieu de district, où se trouvait l'école de médecine. Ce fut également le cas ce jour mémorable qui a changé sa vie et celle de Matvei Egorich pour toujours. Comme d'habitude, Varia se tenait au bord de la route, devant le bus, faisait du stop pour arrêter une voiture, mais les conducteurs, par malchance, ignoraient sa demande les uns après les autres, ce qui la frustrait. De plus en plus déprimée. Soudain, une voiture étrangère charbonna à côté d'elle, et le jeune homme assis au volant ouvrit poliment la porte ouverte. Au début, la jeune fille hésita, mais le temps pressait pour ne pas être en retard au cours. Elle dut accepter l'offre de l'inconnu, d'autant plus que son apparence ne suscitait aucune suspicion chez Varia. Cependant, lorsque la jeune fille s'installa confortablement sur le siège passager avant, elle vit que 2 autres garçons étaient assis derrière elle. Il était trop tard pour sortir, car la voiture avait déjà démarré. Varia essaya de chasser ses mauvais pressentiments jusqu'au dernier moment et continua de croire que tout irait bien. En route, le jeune homme au volant parlait sans arrêt et tout laissait penser qu'il venait d'une famille aisée. À un moment donné, elle sourit même en pensant que toutes ses craintes étaient infondées. Mais lorsque le jeune homme prit un chemin insignifiant menant à la forêt, la jeune fille se méfia et demanda d'une voix tremblante d'excitation, « Où m'emmenez-vous ? » « Arrêtez la voiture, je ne vais nulle part d'autre, vous m'entendez ?» En réponse à cela, les 3 garçons rirent de concert, et Varia réalisa avec horreur qu'elle était tombée dans un piège. Tout ce qui suivit, elle se souvint avec grande difficulté. Les impudents se moquèrent d'elle tour à tour, cherchant à humilier Varia autant que possible. Après l'avoir cruellement abusée, ils la laissèrent dans la forêt en lui lançant « Regarde, tu en parleras à quelqu'un, tu ne vivras pas longtemps. Mon père est procureur, en cas de problème, il effacera n'importe qui comme de la poudre. » Mais à ce moment-là, Varia s'en fichait déjà. La jeune fille malheureuse était submergée de larmes ardentes, recousant ses vêtements déchirés. La pauvre fille était rentrée chez elle tard dans la nuit, pour ne pas être vue dans cet état par les habitants du village. À peine Matvei Egorich vit-il sa petite fille en pleurs et ses vêtements déchirés, il comprit tout sans mots. Il posa une seule et unique question. « Ma chérie, qui t'a fait ça ?» Sentant une juste colère s'emparer de son cœur, Varia refusa de parler pendant longtemps et refusa catégoriquement toute interaction avec la police. Matvei Egorich ne découvrit que tardivement, une semaine plus tard, que l'un des violeurs était le fils d'un procureur, lorsque Varia lui raconta après une tentative malheureuse de se suicider. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé, et en plus, il a même osé me menacer. « Eh bien, ne t'inquiète pas, il te paiera bientôt pour tout, » grogna Egorich à travers les dents et alla à la cave chercher un fusil. Quelques jours plus tard, Matvei Egorich attendit le fils du procureur au centre-ville, à la sortie d'une boîte de nuit. Le jeune impudent se tenait en compagnie de ses fidèles amis et souriait effrontément lorsqu'Egorich s'approcha de lui et lui demanda directement ce qui s'était passé. Vlad fit semblant de ne rien se rappeler et s'écarta en disant « Tu ne te souviens toujours pas ?» grogna Matvei Egorich. Matvei Egorich leva les yeux, et jetant la photo de Varia au visage des salauds, sortit un revolver de sa poche et ses amis changèrent immédiatement d'expression et se mirent à crier désespérément. Matvei Egorich, qui jusqu'alors voulait les tuer tous les 3 par gentillesse, s'énerva et leur tira dessus avec des plombs, blessant les violeurs aux jambes et aux fesses. Peu après, la police arriva et arrêta l'ancien garde-chasse qui n'opposa aucune résistance. Pendant toute l'enquête, qui se déroula à un rythme effréné, Matvei Egorich ne dit pas un mot, refusant d'avoir un avocat, signa tous les documents au tribunal. Compte tenu de l'âge du prévenu et des circonstances de l'affaire, on lui infligea une peine de 5 ans de prison. Avant d'être incarcéré, le vieil homme reçut la visite du père du jeune homme influ qui, crachant de la salive, lui promit «
tu purgeras ta peine comme un coq. Je ferai tout pour que tu te fasses tabasser dès le premier jour. Tu dormiras dans la paille et mangeras de la soupe dans un bol troué, je te le garantis. Je ne pardonnerai jamais à mon fils de m'avoir humilié devant tout le district. Alors, il vaut mieux que tu te pends tout de suite, vieux godillot. En réponse, Égorich se contenta de secouer la tête et se détourna du mur. Le vieil homme croyait qu'il avait souffert pour une cause juste et même maintenant, allongé sur le dur matelas de la prison, il revivait tout ce qui s'était passé. Il ne parvint à s'endormir qu'au petit matin, à quelques heures du réveil. À sa grande surprise, la prison n'était pas aussi effrayante qu'il le pensait au début. Après tout, il y avait aussi des gens ici, et si on se comportait correctement, personne ne vous toucherait, car comme on dit, l'homme s'habitue à tout. Ainsi, Matvei Egorowicz s'habitua progressivement à la routine carcérale et aux règles. Malgré le public dans la cellule qui le fixait avec méfiance, il savait qu'il devait garder la tête haute et préserver sa dignité. Il attendait patiemment le jour où il pourrait enfin retourner chez lui et prendre soin de sa chère petite fille, Varia. Le vieil homme s'était lié d'amitié avec une bande hétéroclite et s'était seulement rapproché de Kolia, qui avait pris sa défense dès le premier jour. Nikolai s'est avéré être un bon gars et lui et Matvei Egorowicz ont développé une relation de confiance solide. Il s'est avéré que Kolia était un orphelin et personne ne lui envoyait de colis. Le vieux garde-chasse prenait pitié du malheureux garçon et partageait fraternellement avec lui les friandises que Varia lui envoyait régulièrement. Comme on dit, le temps guérit, et quelques mois plus tard, la jeune fille a réussi à reprendre le contrôle de sa vie. Varia comprenait qu'elle était également responsable de ce qui était arrivé à son grand-père Matvei. Elle a donc fait tout son possible pour que sa peine de prison soit moins lourde. Il s'est avéré que Matvei Egorowicz, en racontant souvent à Kolia des histoires sur sa petite fille, a involontairement éveillé dans le cœur du jeune homme une sincère sympathie pour Varia. Encouragé par l'approbation du vieil homme, Nikolai a osé écrire une lettre à la jeune fille dans laquelle il lui a parlé de sa vie. Il s'est avéré que Kolia avait accepté de porter le blâme d'un crime qu'il n'avait pas commis il y a plusieurs années. Le jeune homme travaillait comme chauffeur personnel dans une famille très aisée et tout lui convenait, surtout le salaire généreux qui renforçait sa croyance en avoir trouvé un bon emploi. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un soir, le fils ivre de l'employeur décide de prendre lui-même le volant. Incapable de contrôler la situation, il renversa mortellement un piéton sur un passage clouté, puis s'enfuit. Le père du jeune homme était un homme puissant, et juste après l'accident, il mit Kolia face à un fait accompli. Tu prends toute la responsabilité. Et moi, je te donnerai de l'argent et organiserai une libération conditionnelle. Tu passeras 1 an en prison et tu sortiras. Je te reprendrai et je te donnerai même une voiture du garage, n'importe laquelle que tu choisiras. Mais si tu refuses, tu te débrouilleras tout seul, tu seras quand même coupable, je vais faire de mon mieux, mais sans mon soutien. Alors réfléchis, mon garçon, c'est maintenant que ton destin se décide. Perdu et désemparé, Kolia, étant un orphelin, finit par accepter l'offre du businessman et prit la responsabilité du crime en affirmant qu'il était bien lui qui était au volant. Ainsi, le malheureux garçon se retrouva dans la même cellule que des meurtriers, des violeurs et des voleurs. Eh bien, Kolia, tu t'es mis dans de beaux draps, mais ce n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie. Ce riche homme t'aidera-t-il en quoi que ce soit, demanda Matvei Egorowicz après avoir écouté l'histoire du jeune homme. Non, cet homme d'affaires m'a trompé. Il ne m'a donné aucune somme d'argent. Dès que j'ai été condamné, il a disparu, répondit tristement Nikolai. Avec le temps, une véritable histoire d'amour a commencé à se développer entre lui et Varia. Les jeunes s'envoyaient des dizaines de lettres et attendaient avec impatience le moment où ils pourraient enfin se rencontrer en personne. Pendant ce temps, le criminel Klim, ne sachant pas comment s'attaquer au vieux Matvei, cherchait à gagner en influence en prison et décida de passer à des mesures extrêmes. Un matin, profitant d'un moment d'inattention, il sortit une lame aiguisée cachée sous le matelas, et la tenant fermement dans sa main, se dirigea vers le pauvre Égorich. Heureusement, son mouvement fut remarqué à temps par Kolia, qui se précipita pour se mettre entre le bandit et le vieil homme. Malgré les coups de climat,
les codétenus réussirent à le maîtriser et à le conduire à l'infirmerie de la prison. Quant à Nikolaï, grièvement blessé, il fut emmené à l'hôpital pénitentiaire tandis que le prisonnier qui l'avait blessé fut placé en isolement, où l'attendait une nouvelle punition. Lorsque Matvei Egorowicz apprit que Nikolaï avait survécu et qu'il allait être transféré dans un autre établissement pénitentiaire ce jour-là, il comprit qu'il était né à nouveau. Les larmes aux yeux, le vieil homme remerciait Dieu jour et nuit pour que Nikolaï survive. Ses prières avaient probablement été entendues là où il le fallait, et pour la joie de tous les détenus, le jeune homme avait réussi à se rétablir à l'hôpital. Kolia y passa plus d'1 mois, et quand il fut enfin libéré, Egorich le reconnut à peine, le jeune homme jadis fort et robuste était désormais méconnaissable. Désormais, Matvei Egorowicz considérait Nikolaï comme son fils. L'accident avait même fait de ce jeune homme un gendre bien-aimé par sa femme. Ce couple uni devait encore surmonter de nombreux obstacles avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé les 2/3 de leur peine. Matvei Egorowicz et Nikolaï sortirent de prison avec un jour d'écart. À leur sortie, ils furent accueillis par Varia, qui, entre-temps, s'était remise complètement de l'horrible incident impliquant le fils du procureur. On racontait que le jeune homme impertinent avait été tué dans un accident de voiture alors qu'il était ivre, 1 an avant la libération de Matvei Egorowicz, mais cela n'intéressait plus le vieux garde-chasse. Il avait depuis longtemps pardonné au riche héritier et à son père procureur, que le destin avait puni pour tous ses méfaits. Varia et Nikolaï se sont mariés et vivent maintenant ensemble avec Matvei Egorowicz dans une maison près du lisière de la forêt. Des rumeurs circulent selon lesquelles les jeunes mariés attendent un bébé, et à en juger par le ventre bien arrondi de Varia, ces rumeurs ne sont pas infondées. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt dans la prochaine histoire.